Bonjour, alors aujourd'hui je suis à l'heure pour une fois. J'ai quelques minutes de retard, je pense, mais pas plus. Je suis à l'heure et j'espère que vous le serez aussi. J'espère que vous allez bien. Donc je vous pose cette question, comment allez-vous? J'espère en commentaire que vous allez me répondre. Comment allez-vous physiquement? Comment allez-vous moralement? Tenez-vous le coup? Êtes-vous sous pression en ce moment? Avez-vous bien dormi? Ce sont des questions qu'il faut se poser ces derniers temps, avec tous les changements qu'on a dans nos sociétés et surtout cette crise sanitaire qu'on vit actuellement et ensuite la crise économique qui suivra et que certains subissent déjà. Avec tous ces événements qui chamboulent notre quotidien et nos habitudes, il faut se poser certaines questions et les poser à nos proches. Et donc moi, je vous pose la question de savoir comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous physiquement? Comment allez-vous moralement? Eh bien, moi, je vais très bien. Autant physiquement que moralement. J'ai vraiment la forme, je me suis bien reposée, je dors bien, je suis... Pour le moment, je dirais que je suis épanouie. Bonjour Samou. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous et j'espère que vous prenez soin de vous et que vous continuez de vous protéger de la maladie qui rôde entre nous et qui n'attend que d'attaquer et de faire vraiment mal. Donc je vous conseille de continuer de vous protéger, de continuer d'écouter les consignes qui sont données par les médecins, dans les médias, qui sont données par les professionnels de la santé, parce que cela en va de votre sécurité et surtout de votre santé et de celle de vos proches. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans l'événement, je souhaitais vous parler plus particulièrement d'un roman intitulé en français Tout s'effondre, dont l'auteur est chinois Achebe. C'est un Nigérian. Le livre est paru en version originale en anglais et le titre était Things Fall Apart. Pour la traduction française, Tout s'effondre. C'est un ami qui m'a conseillé ce livre et c'est un très bon ami puisqu'il connaît mes goûts. Je m'en suis rendu compte avec ce livre qu'il m'a conseillé et je peux vous dire que c'est un roman déjà qui relate l'histoire de Okonkwo. C'est un homme qui vit au Nigeria, plus particulièrement qui est issu de la tribu Igbo. C'est une tribu qui se situe généralement au sud-est du Nigeria. Et Okonkwo, donc le personnage principal de Tout s'effondre des Chinois Achebe, est un homme qui a bâti sa réputation, sa fortune et sa gloire par son travail, par ses efforts acharnés, par son courage et par sa volonté. Et donc, tout au long du roman, on suit l'histoire de Okonkwo. On commence déjà par sa jeunesse. Avec son père, en fait, il est issu d'une famille pauvre parce que son père s'adonnait à l'alcool et était donc paresseux et n'allait donc pas s'occuper de ses champs parce que à l'époque, donc dans l'Afrique du XVIIe, XVIIIe siècle, ce qui donnait des revenus de quoi manger aux populations, c'était principalement l'agriculture. Donc, le père d'Okonkwo était très pauvre parce que tout simplement, c'était un mauvais agriculteur. Il ne s'occupait pas de ses champs. Et donc, Okonkwo, le personnage principal de ce roman, s'est dit qu'il n'allait pas finir comme son père. Il s'est donc donné le but, en fait, dans la vie de réussir. Et pour cela, il a été valeureux, courageux et travailleur. Il n'a jamais rechigné à quelconque tâche, quelle qu'elle fût. En plus de cela, c'était un lutteur hors pair. Il était reconnu dans les 9 villages constituant Umuofia, le grand clan des Igbo. Il était reconnu comme étant le plus courageux et le plus agile des lutteurs. Et donc dans ce livre, bonjour, bonjour Suleiman, coucou Diko, Ngor Tiao, bonjour. Et donc, comme je vous racontais, Okonkwo,
C'est donc cet homme-là qui va bâtir son avenir et la vie de sa famille par ses efforts, par son courage, sa témérité et sa volonté de réussir. Ainsi, à la fin de sa vie, il a pu obtenir les 3 principaux titres de noblesse qu'il était capable d'acquérir dans son clan. Il y en avait 4, mais lui, il a pu en acquérir 3. Et donc, par ses honneurs, il a pu faire partie du Conseil des Anciens. Le Conseil des Anciens, en fait, dans la culture Igbo, c'est le conseil qui va servir de tribunal. Donc ce sont tous les anciens, donc les plus âgés et en plus les plus titrés, les nobles du clan, qui vont se réunir et donc juger des affaires quotidiennes des 9 villages. Et donc le conseil des anciens, dans la tradition Igbo, c'est ce tribunal-là qui va juger de tout ce qui est affaire de divorce, de tout ce qui est affaire de propriété de terrain, de tout ce qui est affaire de disputes fraternelles sur l'héritage de leur père, par exemple, et donc de toutes ces affaires quotidiennes de la tribu. Et ce qui est très intéressant justement dans ce livre, c'est qu'on en apprend beaucoup. On en apprend beaucoup sur la culture Igbo. Par exemple, on sait que chez les Igbo, l'art de la conversation tient une place prépondérante. De ce fait, les proverbes sont l'huile de palme avec laquelle on accommode les mots. À l'exemple de ce proverbe, par exemple, qui dit « Le soleil brillera d'abord sur ceux qui se tiennent debout, avant de briller ensuite sur ceux qui se prosternent devant eux. » J'aimerais savoir ce que vous avez compris par ce proverbe en commentaire. Coucou Brahim. Alors oui, c'est vrai que dans l'œuvre, il y a les enfants de Congo, plus précisément d'Inzima. Je crois qu'elle a perdu 9 enfants. En fait, il y a ce qu'on appelle les Obanje. Les Obanje, c'est dans la culture Igbo. Ce sont ces enfants-là, malfaisants, qui vont renaître plusieurs fois. C'est-à-dire qu'une femme va donner naissance à un premier enfant. Cet enfant-là va mourir avant l'âge de 2 ans. Et ensuite, elle va donner encore naissance à un nouvel enfant et ainsi de suite. Les enfants vont mourir les uns après les autres. Et généralement, on considère donc que c'est le même enfant malfaisant qui revient d'entre les morts pour hanter et faire souffrir sa mère. Et donc, la solution en fait traditionnelle qui est apportée à ce problème, c'est d'aller voir un homme médecin, c'est-à-dire un tradit praticien qui va faire qui va en quelque sorte faire des soins, apporter des soins à l'enfant dès qu'il meurt, qui va faire des incisions sur le corps de l'enfant mort, qui va le mutiler en quelque sorte, qui va faire des incantations pour que l'esprit malfaisant ne revienne plus, pour qu'il ne continue plus d'hanter sa mère en fait. Et on se rend compte que dans certains cas, certains enfants même, quand ils meurent et qu'ils reviennent, et le corps qui avait été mutilé précédemment par l'homme médecin va, par exemple, le corps, on va couper un doigt d'orteil au corps de l'enfant mort, au banjé. Le nouvel enfant qui va donc naître ensuite, il lui manquera le même orteil que celui qui avait été coupé à l'enfant qui était mort précédemment. Donc c'est ça en fait, dans la culture africaine et même dans la culture camerounaise, il y a toujours ces rites-là, ces superstitions-là, ce qu'on appelle superstitions mais qui ont un fondement. C'est-à-dire qu'il y a des enfants que l'on considère malsains, comme des esprits malfaisants tout simplement parce qu'ils meurent à chaque fois avant l'âge de 2 ans. C'est-à-dire une femme va tout au long de sa jeunesse avoir porter des enfants, la grossesse va bien se passer, tout va bien se passer, elle va mettre naissance dans de bonnes conditions, mais l'enfant va décéder avant l'âge de 2 ans et réapparaître sous un nouveau sexe, encore dans le ventre de sa mère, tout simplement pour la faire souffrir. Donc c'est bien vrai, Brahim, que c'est choquant en fait de voir que il peut y avoir aussi ces esprits malfaisants qui tourmentent les femmes. Et il y a autre chose aussi qu'on apprend à travers ce livre, c'est que
La femme est la femme dans la culture Igbo et dans la culture africaine traditionnellement est source de richesse. Elle est source de richesse pourquoi? Parce que c'est la femme qui donne naissance aux enfants. C'est la femme qui, par ses gènes, sa force et toutes ses, tous ces caractères génétiques apportés de par ses aïeux, va fortifier l'enfant, va fortifier en fait la lignée de l'homme. Et donc de ce fait, il y a une cérémonie qu'on appelle la dot. Alors la dot consiste, lorsque on veut unir deux familles, bien avant le mariage, à offrir un cadeau à la famille de la femme pour signifier l'importance que revêt cette femme-là aux yeux de la famille du prétendant. Et donc la famille du prétendant va généralement offrir des coris, du vin de palme, des victuailles à la famille de la femme pour leur dire voilà, on vous enlève une force vive, on vous enlève une richesse de votre famille, alors on n'aimerait peut-être pas substituer par des biens matériels, mais vous signifiez que on en est conscient et qu'on va bien s'en occuper. Et plus la dot est aussi élevée, cela montre aussi la capacité de l'homme du prétendant à pouvoir s'occuper de la femme une fois qu'elle sera chez lui. Et donc on apprend ça, que la femme c'est une richesse et une richesse incommensurable et que la dot aujourd'hui par exemple revêt des aspects très négatifs parce que aujourd'hui on va dire les jeunes hommes ont de moins en moins de volonté de doter leur future épouse parce qu'ils considèrent que c'est du marchandage. Mais ce n'est pas du marchandage en fait. C'est une coutume très vieille. C'est une coutume africaine et même que l'on va retrouver dans la Grèce antique où les femmes étaient dotées par les hommes. C'est-à-dire qu'il y avait toujours l'homme qui apportait des cadeaux à la famille de la femme qu'il avait envie de prendre comme épouse. Donc c'est une coutume très ancienne et partagée par de nombreux peuples sur cette planète. Ce n'est pas du marchandage, ce n'est pas une manière d'escroquer la famille de l'homme, pas du tout. Bien qu'il y ait des familles quand même qui prennent ça pour une espèce de vente de leur fille, mais ça sort du contexte. Le contexte originel, c'est quand même de montrer l'importance de ce qu'on retire à la famille dans laquelle on enlève la femme. Et donc de leur montrer que votre fille est aussi importante à nos yeux qu'elle l'est à vos yeux. Ah, Brahim, la noix de cola. Je vois que tu as bien lu en fait. Tu es très au courant. La noix de cola en fait, dans la culture africaine et donc dans la culture Igbo, comme c'est dit dans ce livre, lorsque l'on rend visite à un ami ou à tout simplement quelqu'un, la personne chez qui on va à notre hôte va prendre une noix de cola, va la rompre, va nous en offrir une partie, et ceci avant qu'on se mette à discuter. C'est vraiment le préliminaire. Lorsqu'on arrive chez quelqu'un, il faut tout d'abord rompre la noix de cola, la partager et ensuite seulement discuter. C'est pour installer la paix. La noix de cola, c'est partager la paix en fait. C'est je te reçois en paix, je t'accueille en paix. Dès lors qu'on a partagé une noix de cola, on ne fait plus qu'un. On est frères, on est solidaires, on est en paix. On est deux alliés. Je vous dis encore bonjour Ayad, bienvenue. Il y a autre chose dont j'aimerais vous parler justement. Dans le livre, je vais vous raconter déjà un premier conte issu de ce livre et vous allez me dire ensuite en commentaire ce que vous avez retenu comme morale. Parce que vous savez tout comme moi que derrière chaque conte africain se cache une morale à acquérir et à garder pour soi. Le premier conte que dont j'aimerais vous faire part est celui, il est très court, hein. C'est celui de la mère vautour. Il est très court. C'est un conte que l'une des femmes d'Okonkwo, le personnage principal, racontait à sa fille. Mère vautour, un jour, envoya sa fille chercher de quoi manger.
Elle y alla et rapporta un caneton. « C'est très bien, dit Mère Vautour à sa fille. Mais dis-moi, qu'a dit la mère de ce caneton quand tu as piqué sur son nid et que tu as emporté son petit ?» Elle n'a rien dit, répondit le jeune vautour. Elle s'en est allée, c'est tout. Alors tu dois rapporter ce caneton, dit Mère Vautour. Il y a quelque chose de menaçant derrière ce silence. Fille Vautour rapporta donc le caneton et prit un poulet à la place. Qu'as-tu fait? Qu'a fait la mère de ce poulet demanda Mère Vautour. Elle a pleuré, elle a hurlé, et elle m'a maudite, répondit sa fille. Alors nous pouvons manger ce poulet, dit la mère Vautour. Il n'y a rien à craindre de quelqu'un qui crie. J'aimerais avoir votre avis sur ce que peut receler comme leçon, comme sagesse, ce conte de Mère Vautour et de sa fille Vautour. Et surtout de la dernière phrase. Il n'y a rien à craindre de quelqu'un qui crie. J'attends vos commentaires. Coucou Valérie, comment tu vas? Coucou Lincha. Sékou Traoré, très intéressant, merci. Je vous conseille vivement de vous intéresser aux auteurs africains généralement parce que surtout ces romans-là qui sont tirés de faits historiques, parce qu'on apprend par là l'histoire de nos civilisations, mais l'histoire très ancienne, c'est-à-dire l'histoire bien avant l'arrivée des colons et notre propre histoire, comment elle a été écrite, comment elle a été construite par nos aïeux. Et on l'apprend véritablement par des romans comme celui-là, de Chinua Achebe. On peut aussi l'apprendre par celui de Ferdinand Oyono, Une vie de boy. Il y a il y a de nombreux auteurs comme ça qui se sont intéressés à l'histoire de l'Afrique, mais de l'Afrique précoloniale, de l'Afrique pure, à l'état brut. Et c'est très intéressant de s'y plonger parce que on se rend compte que la culture africaine est riche de coutumes, elle est riche de savoir, elle est riche de sagesse et d'ingéniosité. Il y a un deuxième roman que j'aimerais vous lire. Je l'ai intitulé en fait La tortue et les oiseaux. Mais je vous le lirai tout à l'heure parce qu'il est très long et surtout la leçon derrière est très belle. Alors, qu'est-ce que j'ai appris d'autre dans ce roman? J'ai aussi appris, parlant de religion par exemple, parce que quand j'écoute de nombreux Africains autour de moi, j'ai l'impression qu'on a toujours tous, plus ou moins, été soit catholiques, soit musulmans, soit athées en Afrique. Et ce n'est pas vrai, parce que la religion fondamentale des peuples africains, ce n'était ni l'islam, ni le christianisme. Je suis vraiment désolée de surprendre certains. Je n'aimerais pas vous choquer si cela est votre croyance actuellement. Je suis juste en train d'établir un fait. Donc, l'animisme peut se définir comme ce culte de la terre, des attributs de la terre et du vivant. Et donc, par là, les hommes allaient attribuer à la terre des pouvoirs, allaient caractériser une divinité. La déesse de la terre pouvait être représentée sous la forme d'une femme fertile. Il y aurait la déesse, le dieu de la guerre qui pouvait prendre l'apparence d'une panthère. Le dieu de la fertilité pouvait prendre l'apparence d'un éléphant. Et ça, il faudrait le savoir, c'est que nous sommes fondamentalement en Afrique noire, quel que soit le pays actuel où nous nous trouvons, des animistes, des gens qui sont fondamentalement attachés à la terre et à tous ses attributs. Et nous glorifions généralement tout ce qu'il y a de naturel, tout ce qu'il y a de physique et même de spirit. Nous attribuons un esprit à tout ce qu'il y a de physique et de visible autour de nous, que ce soit au soleil, à la lune,
au baobab. Le baobab généralement, il symbolise la sagesse. C'est ce qu'un ami sénégalais m'avait dit, que les sages, les vieux sages du village, lorsqu'ils discutent entre eux le soir, ils vont s'asseoir en dessous d'un baobab pour puiser sa sagesse, parce que l'arbre, tellement il a vécu, sa longévité explique toutes les expériences qu'il a traversées et donc toute la sagesse qu'il a acquise au fur et à mesure du temps. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est que il nous rappelle, il m'a rappelé de bons souvenirs. De bons souvenirs comme ceux que j'ai vécu en fait quand j'étais plus jeune. Quand j'étais enfant, chaque vacances scolaires, donc les grandes vacances, donc en été, juillet, août, mon père nous envoyait, mon frère et moi, passer les vacances au village avec notre grand-mère. Et au village, la nuit tombée, les enfants et les vieux se regroupent tous autour du feu parce que à la nuit tombée, on allume les lampes tempête, mais ensuite on mange et après avoir mangé, on se raconte des histoires autour du feu, autour du foyer. Et donc ce livre m'a ramené, ça a été un petit peu, ça a déclenché un petit peu un petit peu comme une Madeleine de Proust, ces odeurs, ces sensations de mon enfance et de mes séjours au village, de mes belles vacances au village. Et donc, ça m'a ramené à mes racines profondes. Et donc, j'aimerais terminer. Coucou Erwan. Et donc, j'aimerais terminer en vous lisant l'histoire de la tortue et des oiseaux. Et ensuite, ce que je vous demanderai de faire, ce sera tout simplement de me donner la morale de l'histoire que vous avez tirée de par la lecture en commentaire. Il était une fois un grand festin au ciel et tous les oiseaux étaient invités. Ils étaient très contents et beaucoup commencèrent à se préparer pour ce grand jour. Ils se peignirent le corps avec du bois de camme rouge et le décorèrent de magnifiques dessins avec l'ulie. Monsieur Tortue assista à ces préparatifs et ne tarda pas à comprendre ce qu'ils signifiaient. Rien de ce qui se passait dans le monde des animaux ne lui échappait. Il était plein de ruses. Et dès qu'il entendit parler du grand festin au ciel, sa gorge se mit à le démanger rien que d'y penser. La famine sévissait à cette époque, et Tortue n'avait pas mangé depuis 2 lunes un repas digne de ce nom. Son corps faisait un bruit de bois sec dans sa coquille vide. Alors il se mit à réfléchir à un moyen d'aller au ciel. Mais Tortue n'avait pas d'ailes. Il alla trouver les oiseaux pour leur demander la permission de les accompagner. « On te connaît trop bien, répondirent-ils, après l'avoir écouté. Tu es plein de ruses et tu es ingrat. Si nous te laissons venir avec nous, tu ne tarderas pas à faire des histoires. » « Vous me connaissez mal, répondit Tortue. J'ai changé et je ne suis plus le même. J'ai compris que celui qui embêtait les autres s'embêtait lui-même. Tortue savait se faire tout sucre et tout miel. Les oiseaux furent convaincus en un rien de temps qu'il n'était plus le même, et chacun lui donna une plume pour qu'il se fasse 2 ailes. Le grand jour étant enfin arrivé, Tortue fut le premier au lieu de rendez-vous fixé pour le départ. Quand les oiseaux furent au complet, ils s'envolèrent tous ensemble. Tortue était très content et bavardait à tort et à travers tout en volant parmi eux. Et ils ne tardèrent pas à le choisir pour parler en leur nom, car il avait un grand talent d'orateur. Il y a une chose importante que nous ne devons pas oublier, leur dit-il, tout en battant des ailes. Quand on est invité à un grand festin comme celui-ci, on prend des noms pour l'occasion. Nos hôtes du ciel vont s'attendre à ce que nous fassions honneur à cette ancienne coutume.
Aucun oiseau n'avait entendu parler de la coutume en question. Mais il savait que Tortue, malgré ses lacunes dans d'autres domaines, était quelqu'un qui avait beaucoup voyagé et qui connaissait les usages des différents peuples. Chacun prit donc un nouveau nom. Et Tortue fit de même. Il s'appellerait vous tous. Ils arrivèrent enfin au ciel et leurs hôtes les accueillirent avec joie. Tortue se présenta dans son plumage multicolore et les remercia pour leur invitation. Son discours était si éloquent que tous les oiseaux se félicitaient de l'avoir amené avec eux et hochaient la tête en l'écoutant. Leurs hôtes le prirent pour le roi des oiseaux, en particulier parce qu'il était si différent des autres. Après qu'on eut offert et dégusté des noix de cola, les gens du ciel posèrent devant leur invité les mets les plus fins et les plus délicats, dont Tortue ait jamais rêvé. La soupe était servie fumante et dans la marmite où elle avait cuit. Elle était pleine de viande et de poisson. Tortue se mit à la humer à grand bruit. Il y avait de l'igname pilé et aussi du potage d'igname cuit avec l'huile de palme et du poisson frais. Et des pots de vin de palme. Quand tout fut disposé devant les invités, l'un de leurs hôtes du ciel s'avança pour goûter un peu de chaque mets. Puis il invita les oiseaux à manger. Mais Tortue bondit sur ses pattes et demanda « Pour qui avez-vous préparé ce festin ?»« Pour vous tous, répondit l'hôte. Se tournant vers les autres oiseaux, Tortue dit « Vous vous souvenez, n'est-ce pas, que mon nom est vous tous. La coutume ici veut qu'on serve d'abord le porte-parole et les autres après. On vous servira quand j'aurai mangé. » Et Tortue de se mettre à manger et les oiseaux à grommeler. Les gens du ciel se disaient que c'était certainement la coutume chez les peuples des oiseaux de laisser toute la nourriture à son roi. Et Tortue mangea ainsi la meilleure part de chaque chose, puis but 2 pots de vin de palme. Si bien qu'à la fin il était bourré de nourriture et de boissons, et sa carcasse pleine à craquer. Les oiseaux firent cercle pour manger ce qui restait et picorer les os que Tortue avait jetés par terre autour de lui. Certains étaient trop furieux pour manger. Ils choisirent de rentrer chez eux le ventre vide. Mais avant de se séparer, chacun reprit à Tortue la plume qu'il lui avait prêtée. C'est ainsi qu'il se retrouva dans sa carapace, bourré de nourriture et de vin, sans aile pour redescendre chez lui. Il demanda alors aux oiseaux de porter un message à son épouse. Mais tous refusèrent, jusqu'à ce que Perroquet, qui s'était montré le plus furieux contre lui, change d'avis et accepte de lui rendre ce service. « Dis à ma femme, lui demanda Tortue, de sortir de la maison tout ce qu'il y a de mou et d'en couvrir la cour, afin que je puisse sauter du haut du ciel sans trop de risques. » Perroquet promit de transmettre le message et partit à tire-d'aile. Mais une fois chez Tortue, il dit à sa femme de sortir tout ce qu'il y avait de plus dur dans la maison. Elle sortit donc les pioches de son mari, ses machettes, ses lances, ses fusils et même son canon. En regardant du haut du ciel, Tortue aperçut sa femme qui sortait un tas de choses de leur maison. Mais de si loin il ne distingua pas lesquelles. Mais quand tout lui parut prêt, il s'élança. Il tomba et tomba et tomba, au point de se demander si cela n'allait pas durer toujours. Puis il s'écrasa au sol et son canon n'aurait pas tonné plus fort que le bruit de sa chute. Il est mort ? Non. Sa carapace s'est cassée en 1000 morceaux. Mais il y avait un grand homme médecin dans le voisinage. La femme de Tortue l'a fait venir. Il a ramassé tous les morceaux de carapace et les a recollés. C'est donc pour cette raison que la carapace de la tortue n'est pas lisse. C'est la fin de l'histoire. Et j'aimerais savoir en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé et quelle est la morale que vous tirez de ce conte.
Et aussi, j'aimerais juste vous signaler, parce que c'était dans l'histoire, que en Afrique, lorsque on offre de la nourriture à son invité, il faut qu'on soit le premier à goûter, tout simplement pour montrer à l'invité que la nourriture n'est pas empoisonnée. C'est un signe de politesse et de bienséance. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures. J'espère aussi que vous avez pris plaisir à m'écouter et que vous allez me mettre en commentaire la leçon que vous avez tirée du premier conte Dame Vautour et sa fille, et ensuite celle que vous tirez à présent du conte de la tortue et des oiseaux. Je vous dis à bientôt pour une lecture de Ferdinand Oyono, Vie de Boy. À très bientôt, salut.